Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Destin d'avocat, une série de portraits portés par l'Ordre des avocats au barreau de Lille. À travers des récits authentiques, nous vous invitons à découvrir les multiples facettes des avocats. Première plaidoirie, vocation inattendue, engagement profond, doute, réussite ou rencontre décisive. Derrière chaque destin, il y a un parcours unique, une histoire singulière, une voix à écouter. Destin d'avocat, c'est une manière de valoriser le métier, de l'humaniser et peut-être même de faire naître une vocation. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de maître Julien Delarue, avocat au barreau de Lille. Bonjour maître Julien Delarue, pouvez-vous vous présenter en quelques secondes? Bonjour, Julien Delarue, je suis avocat au barreau de Lille, j'ai prêté serment le 16 décembre 1999. J'ai d'abord été collaborateur chez Éric Dupond-Moretti et Stéphane Squilecci avant de m'installer en 2006 et j'exerce principalement en droit pénal. Première question. Vous souvenez-vous de votre première plaidoirie? Où et dans quelles circonstances a-t-elle eu lieu? Alors oui, je me souviens de ma première plaidoirie, je dirais je m'en souviens comme d'un traumatisme, parce qu'en réalité c'est une confrontation, c'est la première confrontation, je dirais, de l'avocat directement à la justice, à ce qu'il a appris aussi, c'est-à-dire comment s'exprimer devant un tribunal, comment plaider. On le fait à l'école des avocats, mais quand on est d'un seul coup sur la scène et qu'on doit effectivement porter la voix d'un homme, c'est un autre exercice. Je m'en souviens, c'était à Lille, devant la Chambre économique et financière à l'époque, qui était présidée par M. Lignol, et je défendais quelqu'un qui était poursuivi pour des faits d'escroquerie. J'avais appris que je devais le défendre peu de temps avant. Je travaillais dans un cabinet important. Il y avait beaucoup d'affaires à traiter. L'agenda était complet. Et puis il se trouvait que eh bien, ça tombait bien que je sois arrivé parce qu'il n'y avait personne qui pouvait défendre ce client ce jour-là. L'affaire ne pouvait manifestement pas être renvoyée. Alors le cabinet avait appelé le président qui avait accepté que j'assure sa défense. Évidemment, il fallait tout de même qu'un avocat du cabinet puisse être présent au moins partiellement pendant l'audience pour que les choses se fassent. Donc je n'étais pas encore totalement avocat. C'est pour ça que je m'en souviens, puisque j'étais le seul à être en veste dans la salle d'audience. Et oui, c'est un souvenir forcément très marquant. Qu'avez-vous ressenti juste avant de prendre la parole, Alors, juste avant de prendre la parole, un grand sentiment de solitude. C'est peut-être juste avant, en réalité. Vous savez, la difficulté, c'est de se dire, je vais devoir m'exprimer quand le procureur de la République aura fini son réquisitoire. Et le procureur de la République, à l'époque, c'était une femme, était très déterminée, elle connaissait son dossier par cœur, et en réalité, elle n'y allait pas de main morte à l'égard de celui que je devais défendre. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour répondre à chacun de ces arguments? Comment je vais faire pour finalement synthétiser tout ce qu'elle dit et y répondre de manière audible et convaincante? Et j'ai pris alors la mesure de tout ce que je n'avais pas fait, tout ce que j'ignorais en réalité, c'est-à-dire un travail peut-être beaucoup plus approfondi du dossier que j'avais à plaider. Donc, je ne vous cache pas qu'évidemment, j'étais étreint par un grand sentiment d'appréhension, parce que manifestement, même si je croyais avoir bien préparé les choses, eh bien, je n'avais pas encore, c'est un fait, l'expérience pour pouvoir être réellement à la hauteur de ce qu'on allait me demander. Donc oui, j'avais une grande appréhension, mais bon, je me suis levé, et puis j'ai fait mon office. J'ai été quand même rassuré, puisqu'il y avait à mes côtés Muriel Quadrado, qui faisait partie du cabinet Dupond-Moretti à l'époque, et qui n'a pas manqué de plaider après moi. Donc quand on plaide à deux dans ces cas-là avec une avocate expérimentée, j'étais quand même relativement rassuré. Y a-t-il un détail de cette audience, un échange, une réaction ou un mot qui vous est resté en mémoire? Oui, ce qui m'est resté en mémoire à l'époque, c'était d'abord la véhémence du parquet. J'avais été marqué par le fait que cette dame qui portait l'accusation, non seulement dans son réquisitoire, établissait les faits de manière assez mécanique et dure, mais par ailleurs, elle avait un propos très mordant à l'égard de celui que je défendais.
Et je ne comprenais pas cette acrimonie. C'est-à-dire que je comprenais qu'elle puisse lui faire un certain nombre de reproches sur la commission d'infractions qu'il avait pu commettre, mais je ne saisissais pas pourquoi finalement il y avait quand même une grande marque d'agressivité. Et d'ailleurs, c'est peut-être en cela que je me suis un peu perdu. C'est que j'ai voulu, en plaidant, très rapidement lui répondre, pour lui expliquer mon incrédulité, et peut-être presque lui renvoyer cette agressivité qu'elle avait portée, je trouvais injustement à l'égard de mon client. Je me rappelle aussi, en contrepoint, de l'amabilité du président. Il s'agissait de M. Lignol, qui était un magistrat très aimable et très bienveillant. Nous dirions aujourd'hui qu'il était bienveillant. Il avait compris que j'étais dans une situation qui était très inconfortable, que je faisais sans doute au mieux. Et par conséquent, il avait sans doute été d'autant plus attentif à la défense qu'elle était fragile ce jour-là devant lui. Donc voilà ce dont je me souviens. Après, c'est aussi évidemment cette grande salle d'audience avec ces tentures très particulières. C'est le sentiment d'être quand même, assez isolé dans cette grande enceinte. Il y avait des confrères. Je me souviens d'Emmanuel Lequien qui était là. Et je me souviens aussi de Jean-Yves Moyard qui était présent et qui plaidait après moi un dossier d'escroquerie et qui m'avait fait un clin d'œil en me mettant la main sur l'épaule et en me disant « Rassure-toi, ne t'inquiète pas, je vais en rajouter une louche ». En quoi cette première plaidoirie a-t-elle influencé votre manière d'exercer aujourd'hui ? Alors, parce que vous me posez la question, je vois à quel point elle m'a influencé. En réalité, quand on est avocat, ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, penser que nous avons été à la hauteur de notre robe, et puis parfois penser que nous avons été bien en dessous. C'est un peu comme cela, c'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on n'évolue pas dans ce métier si on ne sait pas se remettre sérieusement en question. Mais surtout, ce qu'elle m'a appris rétrospectivement, c'est que la plaidoirie n'est pas un exercice d'éloquence. Il est bien et heureux que les avocats travaillent leur éloquence, le fassent dans des concours et autre chose, c'est toujours très intéressant. On travaille à la fois sa culture générale, sa culture juridique et puis sa capacité à s'exprimer en public. Mais la plaidoirie est un exercice à part. C'est un exercice qui commande en réalité de porter une conviction. Et pour être convaincu, d'abord il faut avoir un lien particulier avec son client et il faut parfaitement connaître son affaire, parfaitement la connaître, en tout cas le mieux possible. Après, il faut savoir aussi avec l'expérience attraper ça et là ce qui va se dire, des moments d'ambiance, des moments compliqués, des invectives. Il faut savoir prendre tout pour bien plaider. Mais plaider, ça doit être d'abord et avant tout être déterminé à convaincre. Et pour être convaincant, il faut être effectivement convaincu. C'est-à-dire que, on doit attacher d'abord de l'importance sur le fond, le plan. La forme vient après. Et ça, c'est quelque chose d'assez systématique. Je le dis parce que même en étant un avocat qui avance dans la profession, eh bien, très souvent, c'est ce qui me vient à l'esprit. Quand j'ai un doute, quand je me pose une question, quand je crains de ne pas être à la hauteur, je me dis « défendre, tu dois le défendre ». Et à partir du moment où tu te dis cela, eh bien, tu vas te lever et tu vas faire le job. Si tu ne penses qu'à la forme de la plaidoirie que tu dois livrer, quelque part tu oublies le client et donc tu oublies ton travail. Eh bien, un grand merci, Maître Julien Delarue, pour votre témoignage. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous venez d'écouter Destin d'avocat, une initiative de l'Ordre des avocats au barreau de Lille. D'autres histoires vous attendent dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à porter un regard nouveau sur la profession d'avocat. À bientôt.